Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité, le gouvernement a publié cette semaine la liste des 126 communes françaises menacées par l'érosion côtière. Elles sont classées comme prioritaires pour mettre en place une politique face à l'érosion du littoral. Et parmi elles, une commune vendéenne, la Tranche-sur-Mer. Les élus devront donc cartographier l'évolution du trait de côte à 30 et 100 ans, mais aussi trouver comment protéger les populations en bord de mer. À peu près, ça impacte une cinquantaine de maisons qui sont, dans le cadre de l'érosion, déjà en rouge dans la commune. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le soutien de l'État et des financements éventuels pour pouvoir réaliser à terme l'expropriation de ces maisons dans les 30 ans qui viennent. Et d'autre part, il faut penser également qu'à la Tranche-sur-Mer, on est coincé entre Natura 2000 mer et Natura 2000 terre, plus la réserve nationale de la Belle Henriette, les SNIEF 1, SNIEF 2, ce qui veut dire que la commune n'a pas beaucoup de terrain. Donc il va falloir débloquer des terrains. Toujours sur la côte à Jars-sur-Mer, le chantier de rénovation du port de Plaisance peut enfin commencer. Construit en 1973, ce port présente aujourd'hui des signes de vieillissement et a commencé par ses chaînes-mer. Ce dispositif permettant l'amarrage des bateaux n'a jamais été changé. Les travaux viennent donc de commencer et une fois finis, ils permettront d'augmenter le nombre de places dans le port. On a commencé par sécuriser les installations. Donc les chaînes-mer, en fait, c'est un équipement qui permet aux bateaux de s'accrocher, de s'amarrer. Et donc ces équipements dataient des années 70 et donc sont d'origine. Et aujourd'hui, ils étaient usés, des risques de sécurité. Donc on a considéré qu'il fallait investir rapidement dans le changement de ces chaînes-mer. Donc ces travaux sont partis, il y a à peu près 1 mois et demi de travaux. On compte aussi, au-delà des travaux de chaînes-mer, de mettre un ponton flottant qui n'existe pas, qui pourrait créer à peu près 150 places. Donc on devrait pouvoir porter la capacité du port de Jars à peu près un peu plus de 600 emplacements. Dans le reste de l'actualité, dimanche, nous commémorerons la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai 1945. Un travail de mémoire qui revient également à la jeunesse. Alors pour l'occasion, la municipalité de Saint-Jean-de-Mont a organisé hier avec les collégiens une journée Mon Souvenir. À travers des escape games et des parcours à pied et à vélo, les jeunes montois ont pu retracer l'histoire des acteurs et des lieux importants pour la Seconde Guerre mondiale. Thibaut Jouffry et Diane Delangle. Il joue avec l'histoire. À l'occasion des commémorations du 8 mai, la ville de Saint-Jean-de-Mont a organisé une journée ludique du souvenir intitulée Mon Souvenir. Ça a été initié à l'occasion du 11 novembre 2021, d'abord par l'organisation d'une course mémorielle. Et comme le dispositif a été extrêmement apprécié, eh bien on a voulu augmenter, amplifier ce dispositif à l'échelle des classes de 4e de l'ensemble des collèges des Pays de Mont. Et on a donc organisé cette journée basée sur une multitude d'ateliers, 4 escape games qui ont été proposés par la Ligue de l'enseignement, par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, par également la communauté de communes Océan Marais de Mont. Nous avons eu des plateaux qui ont permis aux jeunes de découvrir à travers des courses à vélo le Champ Gaillard, donc des hauts lieux symboliques de notre territoire. 4 classes de 4e ont pu se prendre au jeu. C'était drôle parce qu'il y avait plusieurs éléments qu'on devait chercher et c'était plutôt stressant vu qu'il y avait le temps, les caméras qui nous surveillaient. Je trouve que c'est important parce que c'est une manière de se cultiver de façon plus ludique, donc je trouve ça intéressant. Un devoir de mémoire qui se fait avec le sourire. La municipalité espère ainsi donner aux jeunes l'envie de perpétuer la tradition. Le fait d'avoir associé l'idée de la citoyenneté avec la pratique sportive ou tout simplement des pratiques beaucoup plus ludiques fonctionne très très bien auprès d'un jeune public et c'est vrai qu'ils deviennent finalement des ambassadeurs auprès de leurs propres parents et les incitent ensuite à se déplacer à l'occasion des cérémonies commémoratives. Cérémonie qui se déroulera le 8 mai à Saint-Jean-de-Mont. Rendez-vous est donné à 8h30 devant l'hôtel de ville. En bref, le Puy du Fou s'exporte de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Le parc vient d'annoncer la création d'un spectacle dans le Tennessee en 2024. Un projet à la demande du peuple Cherokee et qui devrait voir le jour au pied des Great Smoky Mountains, l'un des parcs nationaux les plus visités du pays. Et pour ce premier spectacle outre-Atlantique, le Puy du Fou s'inspirera de l'histoire du peuple Cherokee.
Direction La Roche-sur-Yon pour la 15e édition d'Expo Sciences Vendée. C'est jusqu'au 7 mai. Organisé par un collectif d'associations et de fédérations, Expo Sciences propose l'exposition de travaux scientifiques réalisés uniquement par des jeunes âgés de 3 à 25 ans. Et cette année, une trentaine de projets différents sont mis en avant, toutes thématiques confondues, allant de l'étude de la lumière à l'astronomie en passant par le cerf-volant. Pierre Dalicieux. La science pour les jeunes et par les jeunes. C'est le but d'Expo Sciences, ce salon qui réunit depuis 15 ans écoles, centres de loisirs et clubs scientifiques du département. Dans ces dizaines de stands, ces petits scientifiques en herbe ont pour mission la transmission. Les jeunes qui ont travaillé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois du coup sur un sujet scientifique, chimie, robotique, archéologie, environnement, et cette fois-ci le présentent aux jeunes. Et donc finalement ça structure aussi un petit peu tout ce qui c'est l'accomplissement d'un travail qu'ils ont réalisé depuis plusieurs semaines. Et puis pour les visiteurs, ça donne quand même un concentré de toutes les disciplines scientifiques, voilà, expliqué par des jeunes qui ont leur âge, à leur niveau, voilà, sur des choses très ludiques et très pratiques. Dans les allées, on regarde, on touche, on expérimente et très vite, les matières scientifiques qui souvent impressionnent à l'école deviennent ici ludiques et beaucoup plus accessibles. J'ai bien aimé beaucoup de choses comme le blob, les sticks, c'était trop bien. C'est de la science, donc on apprend tout ce qu'on connaît pas un peu, donc c'est cool. On apprend beaucoup de choses, comme par exemple le blob, la science, l'image, et c'était très bien. Et on a appris aussi des choses qu'on ne connaissait pas déjà. Le but pour les organisateurs, démontrer au jeune public que la science est partout dans notre quotidien. Les jeunes participants et visiteurs repartiront, c'est sûr, avec un regard différent sur l'univers qui les entoure. On a quand même deux vecteurs d'avenir, ce sont la jeunesse et les sciences dans notre monde contemporain. Il faut faire le pari de la jeunesse et il faut faire le pari des sciences qui soient maîtrisées au service de l'humanité. Et c'est un petit peu Expo Sciences, ça, c'est des jeunes qui s'engagent pour les sciences, alors pas forcément pour devenir scientifiques, c'est au moins pour devenir des citoyens conscients de ce qui se passe dans son environnement. C'est donc le retour d'Expo Sciences depuis la dernière édition de 2018 et les annulations liées à la crise sanitaire. Et il semblerait que le plaisir soit resté intact. C'est un secteur sous tension depuis plusieurs années maintenant. Les professionnels de l'horticulture ont du mal à recruter suffisamment de main-d'œuvre. Alors pour répondre à cette demande, le lycée Luçon-Pétré lance une nouvelle formation à la rentrée, un brevet professionnel pour devenir responsable de production horticole. Après 9 mois de formation, les diplômés devraient pouvoir directement intégrer une entreprise dans ce secteur assez vaste. C'est une formation qui répond en fait à toutes les dominantes de l'horticulture, à savoir le maraîchage, la pépinière, donc production d'arbustes, d'arbres, plantes vivaces, l'arboriculture fruitière, donc la production de pommes, poires, etc., de tout l'ensemble des fruits et notamment et aussi les petits fruits, et la floriculture, donc la floriculture, donc production de fleurs et éventuellement tout ce qui est production de jeunes plants de légumes. Voilà. Donc du coup, en fait, on a une formation qui s'ouvre à un public très très large. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette formation et ça répond aussi aux attentes des différents professionnels de l'horticulture. Je vous propose à présent un voyage dans l'Égypte ancienne. L'Historial de la Vendée expose jusqu'au 4 septembre un parcours sur les traces d'Osiris. Ce projet vient mettre en avant le travail d'Émile Amélino, égyptologue vendéen de la fin du 19e siècle. À travers une scénographie interactive, l'Historial propose de découvrir des recherches et des collections issues des plus anciennes tombes royales d'Égypte. Un reportage signé Diane Delangle. De l'Égypte ancienne à l'Historial de la Vendée. Il y a une raison à cela. Elle s'appelle Émile Amélino, un égyptologue originaire de la Chaise-Giraud. Nous avons la chance d'avoir un Vendéen qui, au milieu du 19e siècle, est allé fouiller à Abydos, donc un site majeur, et a ramené des objets absolument fabuleux, dont la stèle du roi serpent qui orne les murs du Louvre aujourd'hui. Il n'a pas eu réellement la reconnaissance qu'il attendait. Donc c'est un petit peu pour rendre justice à cet égyptologue un peu décrié par ses pairs et aujourd'hui relativement oublié par l'histoire de l'égyptologie qu'on a voulu le remettre en lumière. L'Historial de la Vendée ne possède aucune des 217 pièces présentées.
Toutes ont été prêtées, certaines de façon exceptionnelle. C'est notamment le cas du bassin du roi d'Aisne, gardé jalousement par le Musée royal de Belgique, qu'il a d'ailleurs élevé au rang de trésor royal. Habituellement, il ne quitte jamais son musée, d'autant qu'une nouvelle interprétation est avancée. Jusqu'à quelques mois de ça, on imaginait que ça pouvait être peut-être un mortier, donc pour écraser voilà, des choses, ou peut-être une vasque. Donc on n'avait pas une connaissance très pointue. Et puis, donc il y a quelques temps, un égyptologue anglo-saxon a effectué de nouvelles fouilles à Abydos, a trouvé un objet quasiment similaire dans des tombes anciennes et a pu apporter une nouvelle interprétation à cet objet, c'est-à-dire que pour les spécialistes aujourd'hui, il s'agit d'un bassin dans lequel le prêtre qui arrivait pour le culte funéraire dans la tombe d'un roi défunt se purifiait avant d'entrer dans le Saint des Saints, on peut dire, dans le tombeau lui-même. Donc c'est quand même très émouvant et c'était une totale surprise d'avoir cette nouvelle interprétation juste à temps. Clou de l'exposition, l'ensemble funéraire de Céramone et sa momie non débandeletée. Elle a été passée au scanner pour percer ses secrets. Pour les plus jeunes, des outils de médiation permettront de sentir, écouter, jouer et interagir. L'exposition sur la piste d'Osiris est à découvrir jusqu'au 4 septembre. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dès demain pour un résumé de l'actualité de la semaine. C'est dans l'hebdo. Bonne soirée et bon week-end.